Alors ici à cette table ronde, eh bien, nous avons invité deux journalistes qui traitent, l'un depuis un certain temps, maintenant depuis pas mal d'années, ces diverses questions, et puis l'autre, Marc Menant, depuis un peu plus récemment ces questions. Nous avons invité ces deux journalistes parce que tout simplement, pour moi en tout cas, ils représentent un état d'esprit que nous aimerions voir beaucoup plus répandu à travers les médias, c'est-à-dire un esprit qui est ouvert, critique et rigoureux. Je me souviens, quand j'étais au lycée et à la faculté, je ne devrais pas le dire parce que mes parents sont dans la salle, mais je séchais les cours pour écouter les chroniques de Jean-Yves France Inter. Et j'aimais les questions que vous expliquez tout à l'heure. J'aimais le ton et l'état d'esprit dans lequel il diffusait cette chronique. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. J'étais à l'époque en faculté de droit et c'était quelque chose qui était très important. C'était une rigueur. Et j'ai retrouvé ça dans le ton de Jean-Yves. Et puis je l'ai retrouvé à travers le festival Sciences qui n'a, à ma connaissance, aucun équivalent en tout cas dans le monde. C'est une réalisation que Jean-Yves effectue depuis 17 ans. Donc chaque année, à présent ça se déroule à Cavaillon et jusqu'à présent c'était au mois de janvier. Chaque année, Jean-Yves sur un thème bien précis avec Sciences Frontières réalise un festival qui est vraiment exceptionnel, qui dure 5 jours et qui est un rêve pour les chercheurs parce qu'ils peuvent s'exprimer beaucoup plus librement et longuement qu'ici, puisqu'ici nous sommes tenus par le temps. Et ensuite de ça, pour le public, il y a un choix, une diversité de choix. Je vous encourage vraiment à prendre toute la documentation nécessaire. Tu en as vu, Jean-Yves, sur Sciences Frontières. Bon, très bien. Et donc, j'espère que le prochain festival aura bien lieu l'année prochaine, première année du 3e millénaire. Ça, c'est une autre question. Et puis récemment, il y a eu Marc Menant, qui est un journaliste reconnu depuis longtemps et qui est reconnu. Et qui donc s'est engagé à animer une émission depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui attaque sa 3e saison, tous les dimanches matin, de 10h15 avant jusqu'à midi, et aujourd'hui de 10h15 jusqu'à 11h30, une émission sur le paranormal. Avec, je tiens à le dénoncer, un chouchou qui est le père François Brune, qui est toujours en tout cas cette émission. Et il peut baisser la tête, le père. Mais c'est quelque chose donc que je découvre, comme tout le monde, depuis 2 années. Et je dois dire que Marc, qui n'est pas spécialiste du paranormal, qui ne travaille pas depuis son enfance sur la question, mais qui est tout simplement quelqu'un de curieux, un vrai journaliste, eh bien, aborde différents thèmes depuis plus de 2 ans déjà qu'il faut le faire, en ne répétant quasiment jamais le même thème, ça c'est déjà assez remarquable, et bien Marc anime des émissions avec ce même état d'esprit, c'est-à-dire un esprit ouvert pour eux, avec un choix, une orientation qui n'est pas celle de la controverse. Donc il n'y a pas un « je suis pour » et un « je suis contre ». Il y a un « je suis pour » avec un Marc Menant qui anime et qui pose des questions qui peuvent même déranger l'invité, mais qui ne sont jamais piégeants. Enfin, c'est vraiment un excellent état d'esprit. Donc j'ai tenu à ce que ces 2 personnes soient présentes à cette table ronde, et il se trouve que j'ai eu la chance qu'elles acceptent, donc c'est formidable. Et je souhaiterais donc aborder le problème du paranormal et même du mythe avec ces 2 personnes, en commençant peut-être par toi, Jean-Yves, et en demandant déjà... Bon, alors, si on veut, on est très libre aussi. Bon, je l'aurais beaucoup pas fait. Il a sorti ses temps de cheveux. C'est paranormal, peut-être, tu entretient. D'accord. Bon, bah, Marc, tu vois, tu as une longue vie devant toi. Donc, Marc, lorsque le grand patron Europe 1 t'a donné comme idée de réaliser cette émission, qu'est-ce que tu avais déjà comme idée reçue, comme a priori, par rapport au sujet du paranormal? Est-ce que tu avais déjà une culture, une connaissance? Et est-ce que tu avais déjà une orientation particulière par rapport au traitement de l'émission? Il a dit, au départ, il était particulier du sujet que j'avais. On n'entend rien. Micro. C'est un métier, pardon. Donc ça démontre bien ce que j'étais en train de formuler, à savoir que je ne suis spécialiste en rien, et encore moins des médias. Et donc non, je n'avais, ou disons, je me défiais même du paranormal, comme s'il y avait des peurs ancestrales qui s'étaient nichées en moi.
et je le fuyais jamais, je n'avais cherché à même lire un livre de science-fiction. Et pour moi, les frissons, c'est ce qui s'est aussitôt qu'on me parlait de fantômes, de ces choses-là. Je n'avais pas du tout envie de m'intéresser à ce monde-là. J'ai une formation d'officier de la marine marchande, je me suis drogué aux mathématiques durant ma jeunesse, et donc pour moi, ça ne méritait pas le détour en tant que tel. Et puis quand le patron m'a dit, dis donc, d'abord c'était à prendre à laisser, et comme en l'occurrence, moi ce qui me fait suivre un patron, c'est la liberté qu'il me donne, la confiance qu'il m'accorde, et donc c'est l'avantage d'être rebelle, il faut adhérer à un chef, et de là, si on peut s'exprimer, on choisit de le suivre, et le fond n'a pas d'importance. Donc là c'était le paranormal, je me suis dit, je vais découvrir un monde. Et donc je me suis précipité à la FNAC, parce que j'avais vraiment aucune connaissance, rien. Et au départ c'était une émission qui était une sorte de test pour l'été à la place du club de la presse d'Europe 1 le dimanche soir. Donc je suis allé à la FNAC, j'ai regardé ce qui me tombait sous la main, et là j'ai failli fuir, parce que c'était quand même, quand on dit les médias, en l'occurrence, la publication en matière de paranormal frise d'indigence dans la plupart des cas. Je trouve ça terrible. Et puis j'aime les mots, et on avait l'impression, alors là, parfois on dit ce sont des écritures automatiques, ça m'est venu comme ça, peut-être que les gens évitent de trop écouter ce qui leur vient d'ailleurs, parce que c'est un peu pauvre, quoi. Alors j'étais déçu, et puis j'ai quand même été un peu plus loin, j'ai découvert les ouvrages du Père Brune, et je me suis dit, tiens, un curé qui tient des propos qui ont l'air intéressants, ça me chiffonne, mais faut que je vois comment il peut se comporter. Alors j'ai cherché à avoir son numéro de téléphone, je l'ai eu, il avait son répondeur. Alors il faut avoir le répondeur du Père Brune, parce que c'est déjà un autre monde. Non, c'est-à-dire c'est la technologie annoncée, mais en 1800 et quelques. Ce n'est pas que la lecture. On en est encore à la télécopie, mais c'est bien, quoi. Alors je me suis dit, en direct de l'au-delà, comme je suis encore sur Terre, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Pouvez-vous me rappeler? Ils m'ont rappelé quelques temps plus tard, et donc, on a programmé une émission, et puis j'ai été à la facilité pour la première, si ma mémoire est bonne. Non, la première, je l'ai faite avec Jean-Louis Crozier, que Rémi Chauvin connaît très bien, et d'ailleurs j'ai eu le bonheur à ce moment-là d'appeler le professeur Chauvin, parce que quand j'ai appelé Crozier, ça m'avait marqué il y a quelques années de cela, j'avais vu un papier sur lui, et je me souvenais qu'il y avait un personnage, Aubenas, je ne me souvenais pas du nom du personnage, mais je me souvenais d'Aubenas, pourquoi j'en sais rien. Toujours est-il donc, quand on ne connaît pas un nom, Aubenas, je me souvenais qu'il travaillait avec la gendarmerie, donc que fais-je? J'appelle les gendarmes, bonjour, je voudrais parler à l'illuminé qui paraît-il vous rend service de temps en temps. Ah, Crozier. Comme quoi les fous sont répertoriés, quoi. Alors on m'a tout de suite donné son numéro de téléphone, je lui ai dit voilà, vous allez faire une émission sur le magnétisme, etc. Là il m'a dit, mais écoutez, également le professeur Chauvin s'est intéressé, donc j'ai cherché à joindre le professeur Chauvin qui très gentiment s'est posté à son téléphone, et on a pu avoir une première émission. La deuxième, on l'a faite, alors là c'était d'une simplicité enfantine, parce que j'ai fait la voyance, savoir ce qui pouvait se cacher derrière ça, mais là encore, plutôt que... Alors, il y a quand même un petit épisode. C'est que quelques années, il y a 5 ans de ça, j'ai eu une période dans ma vie qui était plus qu'un trou noir, c'était le gouffre, et j'avais plus de boulot. On a tous connu ça dans les médias, et dans ces cas-là, c'est comment arriver à survivre. J'avais proposé des grands reportages à la 1, à la 2, à la 3. Un coup de chance, Chambon m'en avait pris 2 pour son émission le samedi à 13h15. Je fais ces 2 reportages, et puis ça donne pas de quoi manger pour une année. Et il fallait à tout prix que je trouve quelque chose qui soit suffisamment accrocheur, qui me permette une expression décalée, parce que je n'aime pas aller dans les sons des autres. Et j'ai dit, tiens, Henri, si on faisait une émission sur la voyance. Mais jusqu'à présent, dans ce que j'ai vu à la télévision, ce sont toujours des grands débats. Ouais, vous êtes un enfoiré, c'est n'importe quoi, et moi, je vous dis que... Bon, ça ne faisait pas véritablement sens, bien sûr, pas le public. J'ai dit, moi, voilà, ce que je propose, je fais le cobaye. Je deviens celui qui va aller rencontrer des voyants, on verra bien s'il y a des corrélations entre les uns et les autres. Et puis on essaiera de comprendre également ce qui peut se passer dans un tête-à-tête entre une personne qui est censée déceler l'avenir de l'autre, et puis comment ça peut influencer celui qui reçoit. Et Chambon me dit oui, ça m'intéresse, et puis arrivé là, il y a des querelles dans la maison, et c'est le droit de savoir qui s'est accaparé mon sujet en disant mais au lieu d'avoir une demi-heure, nous on me donne 1 heure, et donc on va faire un droit de savoir sur la voyance. Alors j'ai rencontré 20 voyants, et j'en ai gardé 9, et avec des entretiens préalables, c'est-à-dire que tous me disaient il est impossible que l'on puisse travailler devant des caméras,
Donc on veut bien se prêter au jeu, simplement lorsque on fera la première rencontre, ce sera dans l'intimité. Et on pourra reconstituer après. Bon, ce qui m'arrangeait, parce que déjà filmer, les gens qui connaissent le principe de la télévision, si on doit filmer 1h15, faire un montage après, c'est impossible. Donc c'était une manière de défricher le terrain et puis après de reprendre les éléments les plus signifiants. Donc on a fait ce reportage sur la voyance, et puis quand Vedette, par hasard, 2 ans plus tard, m'a proposé ce sujet, je me suis dit, bon, maintenant j'ai un éclairage sur la voyance, je vais pouvoir peut-être rencontrer un voyant, et pour parler de ce qu'il ressent en tant que tel. C'est donc non pas est-ce crédible, pas crédible, mais ce que se passe-t-il dans votre esprit, dans quelle mesure ça peut être considéré comme un élément d'information, un élément d'intuition, un élément d'information, bon, etc. Bon, et j'ai fait avec égalité. Bon, il s'est trouvé que très rapidement, on a accéléré, l'émission a montré qu'il y avait un public qui attendait cela, et comme la tranche du dimanche matin était si investée, elle m'a dit, écoute, on part pour un an, tu me fais 40 sujets sur le paranormal. Quand on n'était qu'à la FNAC, ça fait un peu court pour trouver 40 sujets. Et puis, avoir rencontré le Père Brune, c'est... avec le Père Brune, déjà, oui, on avait les esprits pour nous écouter et nous aider. Donc, on a fait une première année qui s'est traduite tout de suite par un vrai succès, puisqu'on a atteint pratiquement le million d'auditeurs de la première année. La deuxième année, on est arrivé à 1 400 000 auditeurs. Et donc là, le patron m'a même pas dit, est-ce que tu crois qu'on peut faire une 3e année? Il m'a dit, tu fais une 3e année. Et là, on a eu les sondages la semaine dernière, on a 1 500 000 auditeurs, donc l'émission se porte vraiment très bien. Et le plus dur, c'est d'essayer de trouver à chaque fois des accroches, ne pas se répéter, et puis de ne pas traiter cela de façon putassière. Je crois qu'il faut avoir du respect pour le public, il ne faut pas aller à la facilité. Là, il y a quand même un danger dans les médias, c'est qu'aujourd'hui, on racole toujours dans tous les domaines. Alors tout à l'heure, quand on parlait du crédit, on ne rencontre plus un ministre en essayant de lui poser les véritables questions. On va voir un ministre, on est tellement heureux de l'avoir approché qu'on lui tend le micro et on part avec sa petite gamelle en disant on va pouvoir diffuser ça, c'est la bonne parole. Mais on ne cherche pas à l'interpeller. C'est ainsi qu'on peut véhiculer tous les messages que l'on souhaite et qui sont parfois des embûches à la pensée, comme la prévention routière, la vitesse tue, etc. C'est avalisé une bonne fois pour toutes, on ne va pas plus, on ne se pose pas une 3e question derrière ça. Donc je ne voulais pas tomber dans ce piège-là dans le cadre du paranormal, parce qu'il y a trop de gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui sont en attente. Et il m'est apparu très clairement, en recevant des gens de qualité, il y en a beaucoup ici, l'un des premiers, ça a été aussi René Péoc, que je salue, parce qu'il nous a fait une très belle émission sur l'influence de la pensée et sur la matière, donc le professeur Chauvin, le Père Brune, rapidement, Johar Siamed, avec lequel Gérald de Turckheim, avec lequel j'ai mené une expérience d'holotropie, bref, et que des gens de Marie-Thérèse Desbrosses également, qui nous avait fait une très bonne première émission, du coup de Marie-Thérèse, elle est devenue une abonnée aussi, on a fait 3 émissions avec elle. Et puis bon, le Père Brune, c'est le petit chéri, c'est notre vedette à nous, c'est notre Frank Sinatra en quelque sorte, le paranormal le dimanche matin, il revient régulièrement. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est que très rapidement, en regardant objectivement les situations que je découvrais, il n'y avait pas d'halluciné. C'est-à-dire que les gens, même dans leur loufoquerie, étaient intéressants, ils avaient une logique. Et donc ça montrait bien que tout ça se nichait dans la psyché. Il fallait aller plus loin, il ne fallait pas lire les phénomènes au premier degré, qu'il ne fallait pas se rallier, alors d'un côté avoir le mépris, l'arrogance des chers confrères qui veulent bien utiliser le paranormal pour le mettre à la une parce qu'ils savent qu'ils feront des doutes, ça c'est formidable. De l'autre côté, on a peur que son crédit soit attaqué, donc on fait venir Majax. Avec Balzac, on est tranquille, parce qu'on a prouvé, nous, on ne s'engage pas. Moi, je pars du principe qu'en tant que journaliste, je dois recevoir des gens, et je suis là non pas pour les accoucher, en l'occurrence, mais c'est de leur dire, racontez-moi ce qui vous habite. Qu'est-ce qui vous porte? Pourquoi vous vivez comme ça? Et dans quelle mesure c'est crédible? Y a-t-il des lacunes dans votre raisonnement? Donc le principe, il est là, et on s'aperçoit quand même que, et d'ailleurs, c'est formidable des conversations que j'ai de temps en temps avec le Père Brune, avec lequel je dîne, je le confesse, mon père, nous flottons, alors lui il prend un petit verre de vin, je le dis, parce que je balance, moi mon verre d'eau. Et dans cet état-là, l'échange se déroule. Mais ce qui est intéressant, c'est que je prends en considération ce que formule le Père Brune, il n'a pas encore réussi à me convaincre qu'il y avait l'au-delà qui était avec nous. Mais je suis persuadé qu'il se passe des phénomènes. Mais je n'ai pas d'explication, je ne suis pas chercheur. Et dans les expériences que j'ai menées aussi avec Johar et Gérald, j'ai été témoin de manifestations de la psyché des personnes qui se trouvaient là. J'ai eu moi-même un ressenti inimaginable, et donc ça m'a convaincu que nous générons tous
des phénomènes au-delà des sondes d'institutionnalisée de la science, et que, rare malheureusement, les gens qui ont eu le courage, comme Rémi Chauvin, de s'engouffrer dans ces mondes-là pour essayer non pas de dire voilà la théorie, mais d'essayer d'esquisser des manières d'interpréter les phénomènes. Voilà. Jean-Rémy, toi, qu'est-ce qui t'a pris pour de t'intéresser au paranormal? Comment ça s'est passé ta trajectoire? Pareil, mais sans temps. Donc tu n'as pas rencontré le père Bonnard? Si, mais 100 ans plus tard. Le micro. Non, en fait, au départ, peut-être que j'ai commencé un peu avant toi pour l'intérêt personnel. En l'occurrence, je devais avoir 22-23 ans, c'était à l'université. Je ne m'étais jamais intéressé du tout au paranormal. C'est en travaillant sur l'Odyssée d'Homère, donc ça n'a rien à voir, a priori, que j'ai eu une bascule. Et donc, pour faire court, je me suis retrouvé la nuit sur France Inter, à commencer à interroger des gens, un peu comme dès la première année. Et donc, c'était 3h, 5h du matin, donc l'horaire impossible, mais en même temps génial, parce qu'il n'y a pas un directeur qui ne dort pas à cette heure-là, donc vous recevez qui vous voulez. Et donc, pour l'antenne, c'était extraordinaire. On prenait un pied fantastique parce qu'on la faisait vraiment en direct. Et donc, on s'est retrouvés à faire des petits sondages pour la nuit. Et donc, très vite, dimanche l'après-midi, donc exposé. Et en quotidienne. Alors, grosse trouille parce que m'assurer en quotidienne, c'est beaucoup de monde. Et comme le principe de l'émission, c'était que je voulais beaucoup d'enquêtes, beaucoup de choses de terrain, de reportages, reporters qui partaient, ça voulait dire budget, et le service public, c'était France Inter, donc Radio France, service public, c'était une grosse bagarre, donc là on a eu quand même un budget suffisant pour tenir pendant 4 ans, j'en ai fait 999 exactement. J'ai été viré à la fin de la 999e, c'est pas mal. 999, si on interprète le chiffre, c'est le chiffre du diable, etc. Mais bon sang, bien sûr. Mais ça a marché quand même. Et donc le boulevard de l'étrange a été, je crois, une sorte de petite révolution, puisque à l'époque, d'abord il n'y avait personne qui traitait ce sujet-là, pas de cette façon-là en plus, et il n'y avait pas encore, parce que je vous parle 20 ans, que les moins de 20 ans, il n'y avait pas encore les émissions comme vous les voyez maintenant, alors tu citais pourquoi, comment, mais tu peux prendre le cheval en hebdo, tu peux prendre qui tu veux. Il n'y avait pas le côté, je vous mets 3 guignols, pourvu qu'ils se mettent des coups sur la tête, c'est bien, c'est pour monter le sondage, surtout si je vous dis que l'arrière-grand-mère de Madame Michu a été violée par un esprit, et ça va marcher très bien. Et en plus, c'est une phrase qui reprend ça, et ça marche. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus facile de faire sérieux, parce qu'il n'y avait rien. Mais en revanche, il y avait une pression qui était énorme. C'était un certain nombre de groupuscules qui existent toujours et qui avaient une fâcheuse tendance à écrire des lettres au président pour dire que quand même, ce qui se passait sur le boulevard de l'étrange, c'est quand même plus que le souffle. Et il y aurait encore eu des bûchers en activité, je pense que j'aurais une bonne partie brûlée. Mais ils n'ont pas eu le bol. C'est que, évidemment, ils ont senti le danger assez vite. Tant que j'étais la nuit, j'ai rien vu. Mais le 3e mois du boulevard, lettre recommandée au président, et qui se trouve était un universitaire, moi aussi, donc on avait quelques affinités. Et puis parce que la machine administrative est telle qu'elle est, il me transmet la lettre avec l'enveloppe, parce que c'est toujours comme ça, on me donne la lettre, l'enveloppe, et puis un petit mot, merci de me faire un projet de réponse. Et donc, je ne ferai pas beaucoup. Mais donc, vous imaginez, je passe la nuit chez moi avec cette lettre de mais comment je peux répondre? En gros, j'avais reçu Étienne Guillet à l'antenne. J'étais allé faire un reportage avec à l'université où il était à l'époque. J'avais eu des étudiants. C'est un reportage qui avait pris, et que j'avais moi-même vu, qui avait pris quelque chose comme 3 mois, parce qu'on avait suivi l'évolution de plantes, etc. Enfin, c'était un truc costaud.
Parce que j'étais comme toi, j'avais vachement de mal, selon les discours qu'on me tenait, à dire attends, est-ce que je peux mettre ça à l'antenne? Parce qu'Étienne était-il complètement fou ou pas? J'ai pas la compétence, je peux pas être physicien, chimiste, botaniste, biologiste, etc. Et donc, à la fin, j'ai été convaincu qu'il y avait quelque chose avec Étienne, et donc j'ai dit je diffuse. Donc j'en ai fait une série. Et la lettre qui demandait ma tête, et c'était pas n'importe qui, je peux dire, un signataire, c'était, en gros l'accusation, c'est que j'avais pris un plombier dans la rue et que j'avais fait parler n'importe quel mec sans rien vérifier, et que bien entendu, avec des conneries qui avaient été dites à l'antenne, et que sur une antenne nationale, c'était pas envisageable qu'on continue à laisser des verrues dans le genre. Et puis donc je tripotais cette lettre, et puis je sais pas, genre 2h du matin, au lieu de regarder la lettre, je prends l'enveloppe. Et qu'est-ce que je vois? Parce qu'à l'époque j'étais pas en direct. Je vois que le cachet de la Poste, elle avait été postée la veille de la diffusion de la première de la série. Je vous raconte pas le ton de la réponse, parce que évidemment, j'ai pu leur dire que pour la physique, la botanique, tout ça, j'étais pas sûr que je les inviterais, mais qu'en revanche, dès que j'envisagerais de faire des tables tournantes, des relations avec les esprits, machin, et le président a accepté de co-signer cette lettre, parce que là, c'était tellement facile, puisqu'on a tous les bordereaux, nous, de diffusion, et là, c'est sauvé par leur connerie. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils savaient, parce qu'il y avait une rumeur qu'on allait diffuser, et qu'avant même de savoir ce que j'allais diffuser, après tout, on aurait pu au moins écouter puis discuter. Et donc, ben voilà, à partir de là, j'ai plus eu un seul ennui avec eux. Sauf une fois, il y a eu une petite agression, mais qui a été réglée très vite. C'était parce qu'on voulait parler des soucoupes volantes, et qu'on avait décidé de faire un colloque au sein même de Radio France, dans le mythique studio de Radio, où maintenant il y a un sac de merde qui enregistrait tous les jours. À l'époque, on pouvait encore réunir la fine fleur de la recherche. D'ailleurs, Rémi m'avait fait l'amitié d'être à ce fameux colloque sur l'exobiologie, parce qu'à Radio France, on ne peut pas dire extraterrestre, alors on dit exobiologie. Mais à l'époque, personne n'en parlait. Et à l'époque, dire, comme l'avait dit Rémi, que c'était obligé qu'il y ait de l'eau sur Mars, je vous parle d'un temps, toujours pareil, il y a longtemps. Maintenant, l'eau, ils y vont, la photographie, ils vous ramènent la photo, il est génial, il y a de l'eau. Mais sortir, c'était ce colloque, ça a dû avoir lieu genre 88, 89. D'où vient l'opposition? L'opposition, en l'occurrence, c'était très haut dans l'administrative aux sciences. Donc politique aussi, parce que à ce niveau-là, t'as des copains partout. Mais je le connais maintenant. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Non, mais maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, il y a eu une sorte de discrédit de ce type d'attitude, c'est-à-dire demander la tête d'un mec comme ça. Maintenant, ça serait un peu délicat d'essayer de virer un journaliste juste parce qu'il a touché un sujet, alors même que au lancement, il y a des têtes qui pourraient tomber, c'est tous les mecs qui nous font des papiers sur la folle avec des infos qu'ils ont depuis 4 ans, quoi, tu vois. À part dire ça fait monter les ventes, je vois pas où est l'enquête. Ce qu'il y a, je crois qu'il y a des sujets qui restent relativement tabous, mais que les censeurs ne peuvent plus avoir les mêmes courages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'admettrait pas que, et c'est là où il y a un progrès dans les médias ont réussi à se mettre en orbite des centres de pression. Et en particulier à France Inter et à la télévision, moi quand j'ai débuté il y a quelques années, on sentait véritablement qu'il n'était pas question d'échapper à certaines lignes guides. Il y avait au quotidien une sorte de rappel à l'ordre, une autocensure extrêmement forte. Et on savait qu'il y avait la lettre qui pouvait arriver. Bon, je crois qu'aujourd'hui, même dans le public, il n'y a plus ça. Par exemple, nous à Europe 1, on est totalement protégés parce qu'on a un patron iconoclaste qui est considéré comme un malade, et dans les milieux on appelle le cow-boy. Voilà, donc on sait très bien que si on écrit un type comme Bellet,
immanquablement, il ne tiendra pas compte et qu'au contraire, le fait de demander la tête de quelqu'un, ça sacralisera la personne en question. Donc si vous voulez que je reste longtemps, vous écrivez. Demandez la tête. Non, mais, donc je crois qu'il y a une grande différence avec ce qui se passait à l'époque. Et d'ailleurs, il y a presque un paradoxe de très 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 grands journalistes, mais qui étaient quand même dans une grande docilité. Alors qu'aujourd'hui, il y a parfois des gens qui ont peut-être intellectuellement moins de rigueur, moins de pétillance, mais bon, qui ne sont plus placés sous le joug des autorités. Les médias n'appartiennent plus aux institutions. Et puis il y a aussi une facilité maintenant pour ceux qui voudraient exercer un droit de censure, c'est que le niveau moyen du magazine télévisé est tel que c'est pas la peine de... Ah ben ça dérange personne, hein, ça dérange personne. Tu laisses faire, et tout va très bien, et mais c'est là où on en vient aussi, où Jean-Yves a raison, c'est que les gens aujourd'hui, et c'est ce que tout à l'heure Eric signalait à propos des programmes sur le paranormal à la télévision, eh bien, il n'est pas question pour les journalistes d'avoir... Alors, est-ce qu'on utilise le mot courage ou indécence? Je ne sais pas, ou simplement professionnalisme, de se mettre face à une personne, de lui dire, quoi qu'il arrive, vous représentez un courant de pensée. Et au nom de quoi on n'aurait pas le droit d'affirmer qu'il y a des fantômes autour de nous? Racontez-moi, et je vais essayer de déceler les points qui montrent que vous êtes dans l'erreur, et que ça sera même aux autres de se faire l'opinion, mais moi, j'ai envie de me nourrir de votre folie. Parce que c'est quand même formidable d'avoir le droit à la folie. On est dans un monde où on est condamné à être dans une ornière. Alors, ce qui est certain, c'est que dans ce jeu du petit vedettariat des médias, ces gens veulent avant tout briller. Il ne faut surtout pas avoir l'idée que l'on puisse écorner la petite image que l'on gère en boutiquier, et par conséquent, si on fait le paranormal, parce que c'est indispensable, il faut faire le paranormal, il y a 2 émissions qui se préparent actuellement sur France 3, il y a eu donc Augier, il y a eu, c'est quoi, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle le soir? Je connais pas, je regarde pas. Pardon? Il n'y a pas photo, et puis mon choix, c'est pas mon choix, c'est mon choix. Enfin bref, c'est mon choix, oui. Bon, et dans ces cas-là, on est dans la cérémonie du spectacle, et on dit, recevons ces personnes, parce qu'on est certain qu'il y a un public qui attend, qui a besoin d'une sorte d'espérance à travers des phénomènes. Alors on racole, on fait ça au plus bas, sans jamais poser les vraies questions, et puis on met le guignol de service, qui est soit le grand scientifique style bloc, grand scientifique entre guillemets, hein, monsieur Machin, il a un diplôme, et à partir de là, derrière ce diplôme, il peut se cacher, ou alors on met Majax, parce qu'il est évident que si on montre que on tord une cuillère, ça ne peut se faire que par manipulation, comme si le faux monnayeur, dès lors qu'il y a des faux monnayeurs, l'argent vrai n'existe pas. Hein, c'est une évidence. Mais il n'est pas question pour ces gens de réfléchir. Ce qui compte, c'est de faire des gouttes pour des gouttes, donc d'exploiter un filon, et en l'occurrence le filon du paranormal, mais sans avoir soi-même osé aborder le thème en réflexion. Car, Jean-Yves a raison, aujourd'hui on n'est plus dans la réflexion sur les grands médias. Enfin, à Europe on essaie d'être un peu pareil, j'ai des maison, mais je crois que c'est vrai quand même. Non, mais c'est parce qu'il n'y a plus de documentaires, sauf peut-être, j'espère, les 3 que prépare Natacha, mais les programmes sont des magazines, donc tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui, en plateau, vous racontent tout et n'importe quoi, et puis ça permet à l'animateur de briller, ça rigole. Mais ça n'est pas enquêté, ça n'est pas vérifié, ça n'apporte rien et ça ne sert strictement à rien. Sans compter les petits trucs en coulisses, parce que par exemple, Il n'y a pas photo avait décidé que dans la nouvelle formule qu'il voulait faire cette année, il voulait consacrer un petit peu d'enquête sur le paranormal, faire du reportage, etc. Mais il se trouve que comme le lait a re-signé de Chavannes exigeait que le paranormal soit pour lui, et donc il n'y a pas photo, ne fait pas de reportage, c'est donc de Chavannes. Alors, il est sympa Christophe, mais il ne fait rien sur rien, donc... Mais surtout, il n'y a pas en l'occurrence, d'abord, on ne peut pas jouer sur les mots et sur le corporatisme, mais de Chavannes n'est pas journaliste, il n'a pas du tout le désir de faire des enquêtes, il n'a pas du tout le désir de réfléchir, il veut simplement faire du divertissement. Et donc, on prend pour prétexte un thème, en l'occurrence, celui de la magie, de tout ce que l'on veut, et puis on reçoit, et il est facile d'avoir le père Brune dans sa sincérité qui apparaît. En plus, on n'a aucun courage puisqu'on enregistre, et après, on montre ce que l'on veut, on garde ce que l'on veut. C'était avec Mairie Dumas, on en a fait une bonne quand même. Oui, on a fait une bonne émission ensemble.
Oui, qui est passé sur la 5 et qui en prépare une autre. Non, mais attention, attention, c'était du documentaire, c'était pas des magazines. Voilà en fait la différence. Il y a un documentaire extraordinaire qui a été passé complètement inaperçu cette année sur Arte, qui est passé au mois d'avril de 19h à 20h, sur les expériences aux frontières de la mort, sur l'étude dans plusieurs pays. Et ce reportage a même été primé récemment dans un congrès. Et donc, attention, on peut faire de très bonnes choses, bien sûr, dans le média. On n'est pas en train de dire il s'agit du média de consommation. Moi, je pense qu'on a été confronté, François Brune, peut-être même Mario, récemment à De Chavannes. C'est vrai que la journaliste qui travaille avec De Chavannes, moi, m'a appelé. Elle m'a dit bonjour, écoutez, vous avez 5 minutes pour me faire un cours sur le paranormal, parce qu'on fait une émission dans 2 jours sur le paranormal. J'ai dit, je vous prendrai pas 5 minutes, je vous prendrai 10 secondes, parce que je ne sais pas faire, moi, donc au revoir, on ne travaille pas avec eux, c'est tout. Maintenant, les personnes qui acceptent de participer à ce genre d'émission, elles prennent le risque, c'est tout aussi simple que ça. Il faut les asphyxier en information. Moi, je ne redonne plus d'asphyxier. Je crois que c'est ce qu'on avait dit avec Mario, je pense qu'il faut effectivement se donner le mot et essayer de pouvoir donner d'éléments à ces gens-là, effectivement. Et à Augier aussi, Super Brune, il a payé aussi pour Augier. Il n'empêche que ces émissions existent et qu'elles existent quand même sur le paranormal. Donc malgré tout, le public a un type d'information et c'est... Excuse-moi, avec le risque quand même de voir arriver des gogoles sur le plateau qui vont raconter n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Oui, mais d'un autre côté, Philippe Vallon, qui est quand même quelqu'un de bien, qui viendra là en fin de journée, a participé à l'émission de Chavannes, il a prononcé 2 phrases et demie, et je crois qu'il était absolument impossible pour lui de sauver quoi que ce soit à cette émission. Donc les témoins sont choisis pour être le plus ridicule possible, et effectivement, de Chavannes ne rigole jamais pendant l'émission. Je pense qu'il est très content de voir l'effet que provoquent les témoins dans cette émission, et eux, c'est ça le problème. Enfin bon, mais on est dans la logique de consommation, ça se trouve aussi dans les librairies. Enfin, moi qui adore les mots, quand vous prenez l'étalage d'un libraire, que vous cherchez le livre qui va vous émerveiller, un style baroque, essayez d'avoir vraiment ces mots qui vous emportent et autres, bon, on est dans la mièvrerie parce qu'il faut aller à la facilité et que de plus en plus on sape les forces de l'intelligence, entre guillemets, bon, parce que si on a envie de réfléchir, c'est pas ce que l'on propose aux gens, on les affadit et par conséquent on va de plus en plus dans cet automatisme d'existence où il n'y a aucune jouissance, où il n'y a aucune jubilation, parce qu'on ne lit pas un livre, on survole un livre, parce que même quand vous rencontrez des gens qui se disent intello ou avoir des postes de responsabilité, quand ils prennent un ouvrage, c'est pas pour s'en émerveiller, c'est pour se détendre. Alors je dis que si on aime la lecture, c'est un acte militant, il faut avoir envie de se concentrer, il faut avoir envie de butiner les mots, il faut qu'il y ait des trouvailles, etc. Eh bien, c'est là où, malheureusement, on a de plus en plus créé la vacuité, c'est cette vacuité qui emporte de tous les systèmes les plus exposés, en particulier les médias, je crois. Voilà. Mais c'est pas spécial au paranormal aussi, il ne faut pas non plus tomber dans une parano, ça se retrouve partout. Les journalistes sont peut-être aussi pressés. Non, mais il n'y a pas de journalistes, en l'occurrence, il y aurait beaucoup à dire, il faut arrêter, il n'y a pas de corporatisme, il ne faut pas sacraliser les journalistes, il faut cracher la gueule des journalistes, parce que ça ne veut rien dire d'être journaliste, c'est s'arroger un pouvoir, on sort d'une école à 22 ans, 23 ans, on ne connaît rien de l'existence, et puis on arrive, monsieur un tel, et comme pour beaucoup, on a simplement le désir d'exister avec une carte de visite, d'abord il faudrait détruire la carte de visite, comme ça on serait tranquille, on n'aurait pas, le type il a à peine dans un média, il a sa carte de visite, il vous l'attend, ça y est, il a une fonction, il est dans la respectabilité, et c'est tout ça qui concourt à un affadissement, parce qu'après on veut rester à sa place, prendre le moins de risques possible, et puis bon, de croire que le public est abruti pour être abruti, et ce qui fait que les gens finissent par l'être, parce que oui, on les formalise dans l'ineptie et dans l'indigence. Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai qu'il y en a marre, les journalistes, il faut dire merde aux journalistes, un journaliste c'est rien. Un journaliste c'est un type qui sort du néant, qui a raté toutes les sortes d'études possibles, inimaginables. Les grands journalistes que j'ai pu rencontrer, c'était des gens qui venaient d'autres centres que du journalisme, c'est-à-dire que c'était des types qui avaient bouffé avant, qui avaient été se nourrir de l'existence. C'est comme les écoles de comédiens, elles fabriquent des singes, elles fabriquent pas des comédiens. Si on n'a pas de trip, on ne peut pas être
un grand comédien, on ne peut pas être un grand journaliste si on n'a pas de vécu. De la même façon, on ne peut pas être un grand juge quand on sort d'une école et qu'on a l'arrogance de la position et qu'on dit monsieur, vous avez volé à la devanture du magasin. On ne sait même pas ce que c'est que la vie. Donc il faut arrêter, il faut briser cet ensemble d'institutions. Et donc en particulier les journalistes, la grande image du journaliste, c'est rien d'un journaliste. Alors, je tiens à signaler que France Soir a sorti ce matin un dossier sur la parapsychologie, donc où on peut avoir une petite intervention de Mario sur l'Institut métapsychique international. Tu es au courant, Mario, que c'est sorti ce matin? Tu es au courant, donc l'information ne passe pas. Donc c'est sorti à France Soir avec, et donc ils font référence à ce symposium. Je voudrais vous demander à tous les deux, si c'est une bonne question, si on peut envisager sérieusement dans un avenir très proche une meilleure médiatisation des questions liées au paranormal. Est-ce que vous pensez qu'il y a un courant nouveau? T'es pas abonné à Sciences Frontières? Le dimanche, t'écoutes Europe, mais écoute RMC l'après-midi en quotidien. Je ne capte pas, je ne capte pas. Je dirais pour Joyeux alors. Moi je souscris complètement à ce que dit Marc, c'est que le problème est beaucoup plus grave, qu'il n'y a pas de ghettoisation du paranormal, il n'y a pas du tout à se sentir mis de côté. Le problème est beaucoup plus grave et plus général, et qu'on pourrait s'amuser là, si on a un peu de temps, à prendre la vache folle, les éthers de glycol et tous les scandales que vous voulez, et on pourrait regarder depuis quand les gens les infos, depuis quand elles passent, qui triche, pourquoi, et tout le monde triche, et il y a un moment où effectivement ça va forcément péter. Alors c'est un discours révolutionnaire que j'adore. Moi je crains que ça pète parce que tout d'un coup on en aura tellement marre que ça ne sera pas maîtrisé, parce que là c'est un discours rationnel qu'on a. Et j'ai peur que la cocotte explose parce que on est gouverné par des irresponsables et pas que les politiques. Non mais c'est vrai, et là si on ramifie ça au paranormal, on s'aperçoit de quoi? C'est que moi je suis très heureux de voir que notre écoute monte, parce que grâce à ceux qui sont là, je n'avais pas vu Mario, puis j'ai oublié Christine Hardy aussi, ils m'ont fait l'amitié d'être parmi les premiers à participer à cette émission, ils ne savaient pas ce que j'avais proposé, et Mario et Christine avaient été également de l'aventure quand j'avais fait le reportage à la télévision sur le droit de savoir. Et bon, simplement, dans cet esprit de saccage, il est tel qu'aujourd'hui, quand on commence à réfléchir, les gens ne sont plus habitués à se concentrer. Donc c'est étonnant que nous, on arrive à faire une émission qui, je crois, échappe au spectaculaire. On a des éléments, des exemples, et puis après, on essaie de se poser des questions. En revanche, on sent sous-jacent que le public attendrait de nous pratiquement ces recettes de magie. Il y a 15 jours, on a fait avec le Père Bruno une très belle émission, moi je le dis, c'était sur le démon, l'existence du démon. Non, c'était après. Bon, bref, enfin, on a fait des films, on a fait tellement. Bref, on a fait l'histoire du démon. Et apparaissait dans cette histoire du démon que, tout ça, il y avait toute une composante, mais on a eu un gamin de 14 ans qui était très brillant, il avait une pétillance, et puis c'était sympa parce qu'à 14 ans, il s'était créé un site internet consacré aux démons, puis c'était plutôt bien rédigé, etc., etc., etc. Mais il avait déjà, lui, sur son site, les recettes magiques. C'est comment donc échapper à ce quotidien fadasse dans lequel on les a ancrés, et de plus en plus les gamins cherchent un espoir d'existence parce qu'on a tellement bradé leur vie qu'ils n'ont rien à s'accrocher. Et quand on leur dit, mais pour pouvoir obtenir le merveilleux, pour connaître la grande jubilation d'existence, il faut la militer, il faut s'engager, oui, on ne se lève pas comme ça, on n'est pas dans l'abandon, non, il y a une nécessité, c'est parce qu'on mise au jeu de l'énergie qu'on va être payé en rayonnement. Eh bien ça, ils ne peuvent pas entendre ce discours parce qu'ils sont dans la mollesse. Alors, ils attendent les recettes. Et il y a un livre qui sort, j'ai oublié le nom, mais vous en avez tous entendu parler, qui sort cette semaine chez Gallimard, 450 000 exemplaires mis en place, 450 000, c'est jamais vu. Et ce livre, qui est d'une américaine, est l'école des sorciers, avec des recettes, etc., etc. Il est destiné aux gamins. Il a été vendu en Allemagne en 2 jours à 500 000 exemplaires. Donc, en tout, voilà, on est dans la pacotille, et les gens attendent ça aussi. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est d'essayer de vouloir monter, garder cette pétillance, ce bonheur de la réflexion, alors que les gens sont dans une telle passivité
qu'il voudrait, à travers le paranormal, et d'ailleurs avec beaucoup de respect, j'écoute le Père Beaune parce que c'est pas dans cette démarche-là, ou Rémi Chauvin, des gens comme ça, quand ils essaient de... Il y a Jean-Luc aussi qui est là, ils ont un petit groupe de travail, je suis allé faire des séances d'écriture automatique avec eux, ce sont des types qui essaient de réfléchir, ils s'investissent, ils sont dans la passion positive, mais les gens, en général, quand ils cherchent le contact avec l'entité, c'est comment s'abandonner, comment trouver matière à se ragaillardir dans la vie de tous les jours qui est vraiment pauvre, et on s'accroche à n'importe quoi. Mais on ne sait pas se dire, tiens, il s'est passé quelque chose, est-ce véritablement... Non, ça y est, oui, c'est une identité, je suis sûr, c'est papa qui me parlait. Donc, c'est terrible. On est tout de suite dans la facilité. Est-ce qu'il y a une... Donc c'est pour répondre à ce que tu disais, hein, moi je suis un peu long, y aura-t-il demain des programmes? Oui, il y a des programmes, mais là encore, les programmes, fatalement, on va dans ce que le plus grand... Parce que la loi du plus grand nombre, c'est ça qui est terrible, c'est que la loi du plus grand nombre entraîne ceux qui ont le plaisir à la réflexion. Au bout d'un moment, vous rencontrez des gens qui sont... C'est comme les gamins. Bon, il n'y a pas un gamin de 4 ans qui n'a pas envie de réfléchir. Dis pourquoi c'est comme ça. Il n'y a pas un gamin de 4 ans qui a pas envie de courir dans une cour de récréation. Et puis on lui dit, arrête de courir. Alors il devient bon, puis il mange un peu. Alors mets-toi devant le téléviseur. Il met devant le téléviseur, il bouffe, il devient obèse, il court plus. Ou il avait des questions, tais-toi, regarde la télévision. Regarde la télévision, il devient complètement connard. Et de là, eh bien, on a tué un être dans l'œuf. Et donc, ceux qui échappent à cela, ils sont après pris comme vampirisés par le phénomène général, et il est difficile par conséquent, quand on est dans un grand média, de se dire on va échapper à la loi du plus grand nombre et faire de la pétillance, alors que partout on leur propose la consommation pour la consommation dans ce cas-là de plus délétère. Parce que ça a aussi changé notre rapport au temps, c'est que il y a simplement encore 15 ans, au moment par exemple de l'affaire de Trans-en-Provence, donc à l'époque personne ne la connaissait, j'ai pu passer 4 ou 5 mois pour la sortir l'affaire. Là maintenant tu vas voir un patron de chaîne, tu lui dis j'ai besoin de 5 mois pour sortir une émission, mais il éclate de rire. Ah oui, non, il y a même des quotas. C'est-à-dire que pour préparer un grand reportage à la télévision, un 52 minutes. C'est pas en fonction du sujet, on te paye et on t'accorde un certain temps, c'est un 52 minutes, c'est 10 jours d'enquête. Oui, mais attends, là je veux connaître, je veux démanteler le réseau de prostitution, de ceci, ça va m'emmener. 10 jours, Coco. C'est 10 jours. Après, c'est tant de jours pour le montage, tant de jours pour... Et alors, on a tellement également des centres de formation, qui sont les écoles de journalisme, où on habitue les gens à la normalisation, et on leur inocule pas le plaisir de l'enquête. Alors ils sont paumés, ils arrivent sur un reportage à TF1, ils appellent ça faire le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, c'est on part avec une équipe et on tourne les sujets, on tourne. C'est-à-dire où avant il y avait du film, il n'était pas question de faire ça parce que de toute façon on était limité, ça coûtait beaucoup trop cher, maintenant il y a les cassettes. Alors on peut tourner 90 cassettes, on s'en fout, de toute façon ça coûte rien puisqu'elles seront réutilisées après. Mais simplement, le journaliste ne fait plus son travail. Il n'est plus là en tant que journaliste. Et on a maintenant même, quand on prend des émissions comme Capital, il y a un formatage des reportages. On n'est plus, tu pars sur ton reportage et à toi d'avoir ta patte. C'est la patte de l'émission, c'est comme ça. Donc on sait qu'on doit commencer par une cliente, parce que quand on fait l'étude de l'émission, c'est un public jeune, alors on veut cibler. Et quand j'ai fait ce reportage sur la voyance, j'avais découvert ce type de tendance qui maintenant est véritablement enracinée. Ça commençait fort avec une femme d'un certain âge. On m'a dit, mais ça va pas, tu peux pas commencer par une femme de 60 balais, ça fait peur. Je dis, attends, regarde comme c'est fort, on s'en fout. Là, t'as une petite jeune, une voyante de 25 ans, voilà, elle est pétillante, voilà, avec ça accroche. Et il a fallu que je me batte, que je dise, moi, vous m'emmerdez, c'est comme ça, sinon il n'y a pas de reportage, je m'en fous, je suis payé, puis voilà. Mais bon, parce que j'ai ce côté grande gueule, et puis que je suis debout, et puis que peut-être qu'un jour je me trouverai sans rien pouvoir bouffer. Mais les gens ont peur de ce joug, de cette menace de se retrouver sans emploi, et on est dans la logique de produits formatés, c'est plus du reportage. Donc on en est presque à voir, si c'était, et peut-être que la technologie le permettra dans quelques années, une sorte de sondage, un panel représentatif qui dirait, bon là on commence comme ça, et vous voulez quoi maintenant? Et on aurait plusieurs filières de reportage pour le voir évoluer en fonction des désirs des gens. Donc on putasse au maximum, c'est inimaginable. Mais sur M6, il y a même une consigne non écrite qui est
pas d'invités de plus de 35 ans en plateau. Voilà. La seule fois où il y a eu des invités de plus de 35 ans, c'était il y a 15 jours, ils ont fait un carton, c'était parce qu'ils ont été contraints pour récupérer de l'audience de faire la vache folle. Et quand vous cherchez quelqu'un de compétent sur la vache folle, ça s'appelle Jeanne Roger-Picot et il a un peu plus de 35 ans. Le ministre Paul Gaulle, il a plus de 35 ans. Et enfin, tout le plateau était constitué de gens plus de 35 ans. Mais sinon, jamais. Bien sûr, il y a quelques années, une boîte de production m'appelle en disant voilà, on lance une nouvelle émission sur TF1, on voudrait que tu la présentes. Parce que toi, ça devait être certainement un cousin d'Éric Rollet, donc il avait le papier, il fait le panégyrique, et donc il me dit voilà, on te prend. Puis 2 jours après, on m'appelle, et donc il y a 6 ans, 7 ans de ça. Et on me dit, ben non, t'es trop vieux. Et on a engagé, comment il s'appelait, ce type, c'était l'émission Tout est possible, comment il s'appelait, le gars qui est maintenant, je connais pas les noms, Morandini, voilà. Donc je ne veux pas Morandini, ça vous fout un coup sur les tronches. Non, parce que vous dites, mince, j'ai passé ma vie, il n'y a plus de nana pour faire partout, là. C'est terrible. Bon, et bien voilà. Et ce sont les médias qui aujourd'hui existent sous ce repart-là en France. Alors qu'aux États-Unis, au contraire, si on n'a pas 60 ans, on n'est pas crédible. Hein, on est dans un phénomène inverse. Mais donc, c'est cet ensemble, pour répondre à ta question, qui laisse peser une large menace sur les programmes en tant que tels. Et j'avoue que le grand bonheur aujourd'hui qui a été le mien, alors que je sentais ma carrière m'échapper, c'est d'avoir trouvé un type comme Bellet, qui, parce qu'il est hors norme, parce qu'il a ce côté fonceur, parce qu'aussi Europe 1 était condamné, étant donné la baisse d'audience permanente qu'il connaissait depuis 10 ans, eh bien le patron l'a presque engagé en disant bon, de toute façon sinon on vendra. Et puis lui, avec sa grande gueule, il a décidé de faire des programmes complètement différents et en osant les typer, en échappant à ces caractéristiques-là. Mais bon, c'est quand même la seule chaîne de radio. C'est la seule chaîne, la meilleure preuve, c'est la seule chaîne de radio où tu as même une émission de science pure, puisqu'elle suit derrière, et qui est... Enfin, ma connaissance, c'est que France Culture qui est... Mais sauf que France Culture, personne n'écoute. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en faisant... Alors là aussi, ça devrait pouvoir faire réfléchir les patrons de médias, mais ils n'en sont pas là, pas du tout. C'est que Europe 1, avec des programmes qui se veulent des programmes intelligents, où il y a une part ouverte à 4 vies tous les matins, moi je trouve ça remarquable. Bon. Eh bien, c'est une station qui monte. Mais partout ailleurs, non. Moi, plusieurs fois, des patrons m'ont dit « tu parles trop bien, on ne peut pas t'engager, tu parles trop bien ». On m'a dit ça à Canal+. On m'a dit, t'es un vieux, maintenant parle pas comme ça. Alors vous imaginez casse-gare. À mon époque, il y avait encore des adjectifs. Non mais c'est terrible. Tu parles trop bien. C'est pas comme ça, il faut baragouiner, il faut parler jeune. Donc il y a ce sapage-là. Alors quand on dit ça signifie rien, enfin la question que tu poses, y aura-t-il demain des émissions sur le paranormal, y aura-t-il des émissions... Il peut y avoir des émissions en tout. Ce qui compte, c'est la ligne éditoriale, ce que l'on veut y nicher comme âme, c'est ça l'essentiel, c'est pas le thème. Si on traite le paranormal pour faire le paranormal avec les guignols et puis une sorcière qui arrive et en disant récitez-moi 3 Notre Père et avec ça il y a je sais pas trop quoi qui arrivera dans le coin et on fera en image de synthèse croire pratiquement que c'est comme ça, bon bah oui, on fera des émissions sur le paranormal. Mais l'essentiel c'est comment donner une densité à des émissions sans que ce soit chiant pour autant, des émissions qui soient dynamiques, qui soient le plaisir de vivre, qui soient le plaisir de ce qui a fait que l'humanité a pu évoluer, le plaisir de la connaissance, que la jubilation de l'esprit. Surtout que le paranormal, comme vous le savez, n'existe pas, c'est que le normal n'est pas encore expliqué. En tout cas, c'est pas très réjouissant, mais au moins c'est très réaliste. Donc ça mérite de nous informer. Je suis désolé, on va être obligé d'arrêter cette table ronde. Simplement, voilà, c'est ça la censure. Vous voyez, là, on parle des médias, mais voilà, ce type a un avenir comme patron. Et fin. Je savais que j'avais un grand avenir, mais à ce point-là, quand même... Pardon ? Vous ne serez pas encore à la retraite. Vous ne serez pas encore à rencontrer ma vie. Merci madame, merci beaucoup. Simplement, Marc, tu as une émission ce soir ? Ah oui, on fait un petit truc le soir également, on fait le samedi soir de 23h à minuit. Ouais. Et ce soir, on abordera une thérapie de l'âme, si je puis dire, à travers le yoga, avec une intervenante qui s'appelle Marie-Christine Reculard. Et demain, nous faisons les rois thaumaturges.
Voilà, vous allez rater donc les voix thaumaturges demain matin. Voilà, vous enregistrez ici. Jean-Yves, quels sont tes projets dans le domaine? Donc il y a le festival Sciences Frontières. Oui, cette année on va le faire vraisemblablement le juin ou en septembre, parce que pour rebondir sur ton analyse du système, en France on se trouve dans une situation où à partir du moment où un festival a lieu dans une commune depuis donc au Cavaillon 9 ans, puisque les 8 ans précédents étaient à Saint-Vincent. Donc depuis 9 ans avec la même équipe municipale, puisqu'on avait lu, les nouvelles lois font que si l'opposition veut, elle pourrait demander que le budget du festival, qui est évidemment subventionné par la commune, soit réintégré dans les comptes de campagne du maire, comme c'est une petite ville, qui serait inéligible pour les 1000 ans à venir. Donc effectivement, de toute façon, pas question de faire un festival avant le mois de mars, puisque cette loi s'applique dans les 6 mois qui précèdent les élections. Donc les élections, je crois, c'est 18 ou 21 mars, pas le deuxième tour. Donc de toute façon, alors après, puisque normalement c'est fin janvier, donc là on est en train de chercher quels sont les trous dans les semaines qui suivent pour que les ateliers aient place, parce qu'après les 3 semaines de Pâques, puisque les vacances sont réparties, c'est pas question, bien ensuite. Le mois de mai, la seule semaine où il y a un peu de monde, c'est en même temps que le Festival de Cannes, donc c'est pas la peine. Donc il ne reste plus que juin, fin septembre. Voilà. Donc on en est là. Donc, voilà. Sinon il y a Sciences Frontières tous les mois, Grégory vous parlera. Grégory qu'on retrouvera ce soir à la table ronde sur le phénomène OVNI. Très bien, merci messieurs pour nous avoir. Je pense que c'est très intéressant, et vous voyez, ça c'est quelque chose, c'est un ton nouveau, et je pense que c'était très intéressant d'entendre ça. Oui. Oui, en attendant, j'aimerais que les intervenants de la table ronde suivante viennent, parce que là, il n'y aura pas de pause. Je vais juste rajouter que cette projet, à leur niveau, une petite revue de comparaison, j'ai exactement le même problème. Les lettres qui réclament des têtes, des gens qui veulent des choses qui tirent vers le bas, je connais ça aussi, et c'est exactement pareil dans un domaine. Mais simplement, moi je veux dire, j'ai un courrier énorme, je ne pensais même pas qu'on pouvait, j'ai fait des émissions qui avaient énormément de public à la télévision, et qui n'étaient pas des références de réflexion, en l'occurrence, j'ai présenté entre autres les Jeux de 20 heures, j'en ai pas honte. Il y avait 8 millions de téléspectateurs tous les soirs. Eh bien, je n'ai jamais eu, dans une carrière où je suis passé d'un domaine à un autre, autant de lettres. Et ce qui m'étonne, c'est la qualité du courrier, parce que c'est très bien écrit, c'est réfléchi, c'est très laudateur, c'est très positif, et il y a très très peu de lettres illuminées et de lettres qui soient des lettres de critique. Voilà. Merci beaucoup à tous.